Bonjour. Alors on est ici dans le secteur de Montauban, dans le sud-ouest de la France, et vous êtes producteur plantes pépinières. Alors depuis combien d'années? Alors d'où vient l'histoire? L'entreprise Saint-Romain, donc installée à côté de Montauban en Tarn-et-Garonne, au bord du Tarn, dans des terres d'alluvion. Donc le site est favorable à la production d'arbres. Et donc nous sommes installés ici depuis 93 ans. C'est mon grand-père qui a installé l'entreprise en 1930. Donc ça fait 30 ans moi que je m'occupe de la pépinière. D'accord. Et nous sommes producteurs essentiellement de fruitiers. Arbres fruitiers, donc nous sommes dans un terroir d'arboriculture, le Tarn-et-Garonne est bien connu pour ça. Donc on a démarré l'activité en produisant des arbres fruitiers à destination de l'arboriculture et donc on s'est ouvert vers le marché de la jardinerie en production plein champ et en production conteneur. D'accord. Ok. Voilà, justement, le but de cette formation, c'est de pouvoir d'avoir votre regard de professionnel, de fournisseur, en disant voilà, je vous livre mes plants, c'est un peu mes bébés, ils vont aller en jardinerie, puis après ça, de la jardinerie, ils vont aller chez le client. Et le souci, le souci dans le bon sens, c'est qu'on veut vraiment que les clients, chez eux, ils soient contents de leur plantation, que les végétaux y reprennent, qu'ils donnent du fruit, puis qu'ils aient une longue vie. Et donc, cette formation qui s'adresse surtout aux vendeurs, aux conseillers vendeurs en jardinerie, de pouvoir expliquer d'où viennent les plants, d'où viennent les fruitiers, et savoir conseiller, savoir les vendre, savoir planter. Et donc, on va être très curieux, moi autant que les apprenants, d'apprendre du producteur, d'avoir tous ces petits secrets. Et on va faire le tour ensemble en suivant l'histoire du plan de l'arbre fruitier depuis l'idée jusqu'à son arrivée en magasin. Eh bien écoutez, puisqu'on parle des porte-greffes, on va aller voir directement sur le champ, en route. On est sur la parcelle où vous avez planté donc des porte-greffes. Donc toute l'année 2023, ils ont poussé, comme on peut voir ceux qui sont à notre droite. On les fait pousser pour les faire grossir, de manière après qu'on puisse venir greffer sur un tronc qui a une taille suffisante pour pouvoir recevoir le greffon. Voilà la taille de ce qu'on plante et in fine, voilà ce que l'on obtient. Donc une fois que l'arbre a poussé, avec un tronc qui a triplé de diamètre. D'accord, et triple de diamètre, et puis en hauteur... et il pousse, après selon les espèces, ça pousse plus ou moins. Et donc ensuite, on vient poser le greffon au mois d'août et septembre. Il y a plusieurs sortes de porte-greffes. Lequel utilisez-vous majoritairement? Alors, dans les porte-greffes, déjà il faut savoir qu'il y a des porte-greffes qui sont spécifiques à chaque espèce de fruitiers, donc pour les pommiers, pour les poiriers, pour les cerisiers, donc chaque espèce a des porte-greffes spécifiques. Donc après on fait des sélections de porte-greffes qui donnent une belle vigueur à l'arbre, parce que le client final qui veut planter, il veut acheter aussi un arbre parce qu'il lui plaît, parce qu'il est joli, et au final qui va donner des fruits bien entendu. Donc on essaie de trouver un compromis entre la vigueur, il ne faut pas qu'il y ait trop de vigueur, parce que dans certaines situations on va avoir des arbres trop vigoureux qui produiront moins, mais il faut aussi que le client trouve un arbre qui lui plaise. Donc là on a donc les porte-greffes, ils ont poussé, alors ceux-là ils ont poussé dans l'année, ils vont être greffés cet hiver. C'est un autre mode de greffage, et ceux-là ont été greffés donc l'été dernier, été 23, et à partir du mois de mars prochain, les bourgeons, donc le greffon en fait c'est, j'explique le greffage de l'écusson, on vient poser un bourgeon sous l'écorce du porte-greffe, et là on a justement la différence entre les deux rangs, c'est qu'ici on a coupé la partie au-dessus du greffon pour que toute la vigueur issue de la racine monte dans le bourgeon, de manière à faire ce qu'on appelle le sillon, qui va être la première pousse après le greffage. Très bien, donc c'est-à-dire qu'il y a des greffes possibles en été. En été, c'est ce qu'on a fait là. Et en hiver, et donc là ce sont des greffes qui sont par contre, vous dites, plus intrusives. Voilà, parce que là on va venir faire ce qu'on appelle une incrustation. Donc en fait c'est une greffe à bois, alors que l'écusson c'est une greffe de sous-écorce, mais l'incrustation c'est une greffe à bois. Donc on vient faire une empreinte dans le porte-greffe, et avec le greffon on vient combler cette empreinte comme un coin qui vient prendre la place de la partie du bois qu'on a enlevé dans le porte-greffe. Bon alors dites-nous, en cette saison, qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, maintenant, donc à cette saison fin janvier,
début février, on finit le rabattage, c'est-à-dire que dans les porte-greffes qui ont poussé toute l'année 23 et que l'on a greffé donc, sur la partie qui était le greffon se trouve ici, on devine la ligature qui a servi à attacher donc une fois que le greffage a été fait. On passe avec une machine, on supprime la partie qui est au-dessus, qui peut faire jusqu'à 1 mètre, 1,20 m, et ensuite on finit le geste en coupant juste au-dessus de l'écusson avec le sécateur. On coupe, donc on fait une coupe en biais pour éviter que l'eau ne reste sur la partie coupée, et donc on coupe juste au-dessus de l'écusson de manière à ce que d'ici un mois et demi, quand les bourgeons vont commencer à démarrer, toute la vigueur aille dans le bourgeon qui nous intéresse pour faire le futur arbre. Donc voilà, et donc on passe chaque pied, on coupe. Donc alors, l'année d'après, ça donne ce qu'on voit là devant nous alors. Voilà, c'est ça. Donc une fois que le plan a été rabattu, donc on retrouve ici le point où on a donné le coup de sécateur, donc comme on a vu tout à l'heure, et donc le bourgeon qui était greffé a poussé tout au long de l'année. Là, pour le cas, ça a été sur l'année 23, et donc voilà la pousse qu'il a fait du mois de mars jusqu'en septembre-octobre pour certaines espèces de l'année 23. Donc c'est ce qu'on appelle le sillon. Donc c'est la base de l'arbre fruitier. C'est à partir de là où on va pouvoir former après. Alors ceux-ci vont rester au champ puisqu'ils vont être formés dans le champ pour faire des arbres de 2 ans. Sinon les mêmes ont été arrachés et seront mis en conteneur, et nous verrons plus tard la mise en conteneur. Ok, donc du coup là le plan il va être formé dans le champ, donc il va être coupé à quelle hauteur? C'est destiné à quoi là? Donc ça c'est destiné à faire soit de la demi-tige, soit du gobelet, sachant que la demi-tige et le gobelet sont les deux standards commerciaux. Donc la demi-tige, c'est un tronc de 1,30 m. Donc ça veut dire qu'on va venir avec une mesure pour couper sur un bourgeon à hauteur à 1,30 m. Et à partir de là, ensuite, on passera un peu plus tard pour sélectionner les 5 ou 6 branches que nous allons garder et éliminer les branches qui pourraient paraître en dessous. Et de la même façon, si on fait du gobelet, on vient former à 70 cm. Et donc avec le sécateur, on va couper à cette hauteur, à peu près 70 cm, avec une mesure pour établir une forme basse, donc qui s'appelle le gobelet ou le fuseau. Alors, du coup Thibaut, ici, là on est dans une zone de stockage. Voilà, c'est la zone de stockage que l'on appelle la jauge, donc qui nous sert à stocker les arbres entre le moment où on les arrache, donc à partir de début novembre, et jusqu'au moment où on va les mettre en pot. Donc ici on a des demi-tiges, donc ça ce sont des demi-tiges de 3 ans, donc qui sont déjà avec un tronc de bon calibre, et on voit ici qu'il y a eu des tailles sur la 2e année et la pousse de la 3e année, donc ça va faire, on va mettre ça dans des pots de 25 litres pour faire une belle demi-tige que l'on va retailler après la mise en pot. Donc ici nous avons la forme basse qu'on appelle le gobelet ou la quenouille. Donc le principe, c'est aussi des plantes de 3 ans, celle-ci. Donc pareil, ça va être, on va adapter le conteneur parce que c'est très important d'avoir une plante qui soit mise dans un pot qui soit adapté au système racinaire. Il ne faut pas mettre dans un pot trop petit parce que sinon ça ne pousserait pas. Et après on va tailler, toute cette partie va être taillée pour qu'il y ait de belles repousses pour la saison prochaine. Si d'aventure on envoyait des arbres à racines nues, ce qui pourrait être le cas, maintenant ça commence à être un peu tard, oui. Mais on les enverrait en l'état. C'est-à-dire que c'est ensuite dans le magasin où il faut faire cette préparation qu'on pourra détailler plus tard, mais il faudrait éliminer tout un certain nombre de branches avant de l'envoyer, de le donner au client. Dire que le racine nue, c'est plantation uniquement automne-hiver? Plutôt à l'automne, jusqu'à une date. Alors techniquement on peut aller jusqu'au mois de mars, sauf que avec l'évolution du climat, il faut faire attention de ne pas se faire piéger par des températures trop élevées au mois de mars. Donc si on peut, le racine nue, il vaut mieux le planter à l'automne. L'avantage pour les magasins, c'est plus propre, hein, de la présentation, d'avoir un conteneur. On a dit qu'ils se peuvent ainsi se planter à l'automne, et de plus en plus de ventes se font au printemps. Et donc l'idéal étant toujours de la plantation en automne.
Oui, c'est le conseil de producteur que je pourrais donner. La plantation d'automne répond à des critères techniques tout simples. C'est que sur l'automne, on a des terres qui sont réchauffées pendant tout l'été. Donc, dès que l'on plante à l'automne, la racine va se redévelopper de suite. Donc, c'est du bénéfice pour l'arbre qui a été planté, parce que pendant toute la période hivernale, il va développer des racines. Et donc, au printemps, quand avec le cycle de l'allongement des jours, les bourgeons vont commencer à émerger, il y aura des racines qui vont alimenter de suite le bourgeon. Ouais. Alors que si on plante au printemps, alors si c'est en conteneur, cet effet-là est moindre puisque les racines, on ne les coupe pas, puisqu'on plante la motte entière. Oui. Donc il y a un prolongement de la racine, mais il faut que l'arbre fasse de la racine nouvelle et en même temps qu'il alimente les bourgeons. Donc quand on plante à l'automne, au printemps, l'arbre est focalisé, si je peux dire, sur l'émergence des bourgeons et donc il y a une meilleure croissance et une plus belle pousse. Oui, voilà. Alors attention, c'est vrai que donc au printemps, il peut y avoir une concurrence entre le développement du système racinaire et du feuillage. Donc ici, on est sur notre plateforme conteneur, devant des cerisiers. Donc on a vu tout à l'heure dans le champ qu'on avait un arbre qui avait poussé toute une année et qu'on allait couper. Donc on voit ici le résultat. Donc cet arbre a été mis en pot au mois de mars 23 et donc on a mis à la hauteur pour faire un gobelet. On voit ici le point de coupe et ensuite suite à cette coupe, donc il y a des branches en dessous que l'on a gardées qui ont poussé pour faire cette forme de gobelet. Donc on retrouve notre point de greffe ici en bas qui n'est pas couvert, c'est très important de ne pas couvrir le point de greffe. Donc le point de greffe est ici, le tronc, et donc il faut imaginer que notre sillon donc, était environ à cette hauteur-là, et donc on a coupé à la hauteur du gobelet, et voilà le produit fini au bout d'1 an de pousse après la taille de formation en gobelet. Un arbre comme ça, pendant combien de temps il peut tenir par rapport au terreau et quels sont les conseils d'entretien, que ce soit arrosage et engrais, que vous pouvez dire pour la vie en magasin? Là, effectivement, les plus grosses mises en place se font souvent au début de l'automne pour les ventes. Et ensuite, on a une deuxième partie de vente qui va se faire maintenant, là, au mois de février. Et donc, ces arbres, soit ils sont vendus immédiatement et plantés par le consommateur, soit ils restent en magasin, auquel cas l'arbre va démarrer. Donc, il va commencer à pousser, à bourgeonner de tous les côtés. Donc, le terreau que l'on utilise est un terreau qui est fait de tourbe, d'écorce de pin, de fibres de coco et de fibres de bois. Donc c'est un mélange de ces quatre qui donne une rétention d'eau. Parce que l'important par rapport à la survie dans les magasins, c'est la rétention d'eau du terreau. Et on a une rétention d'eau ici qui est de l'ordre de 600 ml donc par litre de terreau, donc qui permet à l'arbre de résister et d'avoir un arrosage différent de celui que nous avons ici, puisqu'ici nous sommes en goutte à goutte. Justement, j'ai une question en disant, ils reçoivent les arbres à l'automne, est-ce qu'il y a besoin de les arroser ? Alors, dès que maintenant on a des arrière-saisons qui sont très chaudes. Donc c'est vrai que quand on livre sur septembre et octobre, et tant qu'il y a des feuilles, l'arbre il a besoin d'eau. Alors de moins en moins parce que la chlorophylle est de moins en moins présente dans la feuille, c'est ce qui fait que les feuilles changent de couleur. Donc du moment qu'il y a moins d'échange de chlorophylle, l'arbre a moins besoin de boire. Il rentre doucement en dormance. Voilà, il rentre en dormance. Dès qui sont au stade sans feuilles comme ils sont là maintenant, il n'y a aucun besoin d'arrosage. Il faut juste maintenir légèrement humide. Même pas, on s'en occupe plus. Ensuite, dès que les bourgeons vont redémarrer et que les feuilles vont commencer à se développer, en fonction des températures, on peut commencer à apporter de l'eau, mais encore une fois, l'eau est un ami de la plante, mais l'excès d'eau est un ennemi. Donc il faut vraiment mesurer ce que l'on fait. Depuis quelques années, nous sommes tous les pépiniéristes, nous utilisons des paillages. Ça peut être des cosses de sarrasin, ça peut être du miscanthus comme ici. Oui. Donc c'est une couche qui va diminuer l'évaporation. Du coup, on a moins besoin d'apporter de l'eau.
Donc c'est D'accord. un détail qu'il ne faut pas négliger. Eh oui, tout à fait. Et ça permet de limiter la croissance des mauvaises herbes. C'est fait pour ça au Ça départ. isole du froid pendant Voilà. l'hiver. Donc s'il reste dans le pot, est-ce qu'il y a besoin de rajouter de l'engrais à un moment donné? Alors, il faut savoir que dans le terreau, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a un engrais à libération lente. D'accord. Les plus couramment utilisés en fruitier, c'est des 8-9 mois. Donc on imagine un rempotage au mois de mars, donc ça nous amène jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin de l'année on va dire. Sachant D'accord. qu'en fin d'année, l'arbre ne capte pas, puisque comme on a dit, il n'a plus de feuilles, donc son Il y a plus de système est de consommation, repos. ouais. Et on nous demande de rajouter des 12-14 mois. Donc 12-14 mois, ça nous fait pour le démarrage du printemps. Donc, et de manière à proposer aux clients un arbre qui a déjà un minimum d'engrais dans sa motte pour un bon démarrage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas conseiller aux clients d'en apporter, mais encore une fois... De toute façon, on en parlera à la plantation, voilà. mais au moins pour la partie magasin, c'est pas nécessaire d'apporter de l'engrais. Disons que l'idée, c'est de ne plus avoir ce souci à gérer en magasin. Ensuite, également, quand les végétaux passent l'hiver, souvent ils sont en extérieur, en pépinière ou des fois rentrés dans le marché aux fleurs abrités. Est-ce que les plants, quand ils sont dans ce stade-là, est-ce qu'ils craignent le gel ou pas? Ça ne les impacte pas beaucoup, D'accord. même au niveau de la motte, même si le terreau vient à durcir parce qu'il fait froid pendant quelques jours, jusqu'à moins 10 on va dire, il n'y a pas de grands soucis. Après, si ça dure, le problème c'est la durée, c'est pas tant l'impact d'un jour ou de quelques jours au froid, c'est dans la durée. Sinon, on a d'expérience, on a vu que quand on avait un terreau qui avait déjà 1 an, ce qui est sensiblement le cas. Il n'y a plus d'air qui circule à l'intérieur parce Oui. que l'ennemi numéro 1, c'est l'air qui pourrait aller geler les racines plus que D'accord. le froid lui-même. Donc au niveau de l'étiquette commerciale, est-ce qu'il y a des informations particulières à connaître? Donc nous trouvons le nom de l'espèce, ici cerisier. Au-dessus, on trouve la variété, ça c'est la variété Sunburst, c'est donc une variété de cerise Bigarreau. Et ensuite, on trouve la forme et le litrage du pot. Donc ici, c'est un gobelet, une quenouille, l'appellation est similaire. Et c'est dans un conteneur de 10 litres. Ensuite, cette mention est une mention que nous apposons nous, qui est Fleur de France, ça veut dire que ce sont des plants qui sont produits 100% en France, originaires à 100% de France. Le prix de vente et le code barre avec le GEN-code, qui est le GEN-code qui peut être le nôtre ou celui du magasin sur des magasins d'enseigne. Donc voilà, ça ce sont le minimum de renseignements que l'on trouve sur l'étiquette. Vous parlez des étiquettes, des chromos, donc là voilà, c'est en place. Voilà. Donc effectivement, sur chaque arbre qui part en magasin, on trouve une étiquette, donc comme on l'a vu tout à l'heure, et on trouve aussi le chromo. Donc ça, c'est le chromo des magasins Indivo, donc sur lequel on trouve une photo du fruit, on trouve le nom évidemment de l'espèce, de la variété, et on trouve des petits pictogrammes qui donnent des indications sur la période de floraison et de maturité, si l'arbre, s'il faut l'arroser, s'il est au plein soleil ou pas, et sur l'arrière du chromo, évidemment, on va trouver des conseils avec quelques descriptions supplémentaires et le fait que l'arbre est Fleur de France, donc produit en France. Et voilà, tous les renseignements principaux pour bien planter son arbre. Super. Pour ceux qui démarrent dans le métier, il y aura vraiment une vingtaine, 20 à 30 variétés d'arbres fruitiers essentielles à connaître sur le bout des doigts. Mais après ça, vous avez jusqu'à combien de variétés en collection là? Alors chez nous, on a à peu près une centaine de variétés dans les 8 espèces principales. Les variétés concernées dans les 20-80 sont très bien, mais il y a des variétés périphériques qui peuvent apporter des particularités techniques ou des résistances à certaines maladies. C'est des variétés qui émergent et il ne faut pas les négliger. Très bien. Alors là, Thibaut, tu as abordé un point important. Ce qui est bien, c'est sur ces chromos, celle-ci, c'est préciser le pollinisateur. Et c'est vrai que ça, c'est un point indispensable que les vendeurs doivent connaître en magasin. C'est quand on vend un arbre fruitier, est-ce qu'il peut être vendu seul ou est-ce qu'il faut l'associer à d'autres?
quelles sont les variétés qui s'associent, parce qu'en fait, ça va avoir un impact direct sur le rendement et les clients, ils ont vraiment besoin de savoir, dire pourquoi j'ai planté un arbre, pourquoi j'ai pas de fruits. Et donc là, dites-nous en plus. Alors là-dessus, donc effectivement, on a une petite case dans laquelle on liste les pollinisateurs qui sont préconisés pour cette variété qui est le burlate. Donc ça peut être Delphingen, ça peut être Vannes, Régnier, etc. Donc nous on ne les met pas tous, mais on en met une bonne partie. Et il faut savoir que la pollinisation, c'est vraiment important dans le fruitier. Il y a des espèces comme les pêchers qui sont auto-fertiles ou les abricots qui sont auto-fertiles, mais les autres, les cerisiers, les pruniers, les pommiers, les poiriers, il faut un pollinisateur. Donc il faut associer deux variétés qui soient de floraison simultanée, ça c'est le prérequis, mais dans les cerisiers, il peut y avoir des floraisons simultanées, ou en prune aussi, mais les pollens ne sont pas compatibles. Donc il est important de connaître la liste des variétés que l'on peut associer pour améliorer la mise à fruit, parce qu'il y a un exemple particulier, c'est la reine Claude dorée, qui est très connue, mais la reine Claude dorée, elle ne marche pas avec toutes les variétés, et on peut avoir un très beau fruitier de reine Claude dorée. S'il est tout seul, il va faire une floraison, mais ses fleurs ne seront pas pollinisées, donc du coup il n'y aura pas de fruits ou pratiquement très peu. D'accord. Donc l'importance de la pollinisation. Il y a des pollinisateurs universels, mais de penser à les préconiser. Alors c'est l'avantage, c'est que ça augmente vos ventes en magasin, et surtout ça amène de la satisfaction au client, parce qu'il n'y a pas plus décevant qu'un client qui dit j'ai planté un arbre, il fleurit, mais il ne donne rien. Donc là c'est crucial. Impeccable. Merci beaucoup Thibaut. Avec plaisir.